Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du PEA du mois d'avril 2025, un mois qui a été, on peut le dire, très mouvementé, mais qui a été pour ma part extrêmement intéressant. Vous avez pu le constater, je pense que mes positions ont énormément changé. Ce que je disais en début d'année, de mon point de vue, au niveau de ma confiance sur les US en effet de levier, et notamment cet indice-là, là, le CL2, enfin cet indice, cet ETF en particulier, dans laquelle j'avais une extrême confiance. Je pense que là, euh, on peut clairement dire que j'applique ce que je dis, mais c'est notamment dû à l'opportunité qu'on a pu avoir sur ce mois d'avril, hein, que j'ai pu renforcer et me mettre quasiment en all-in, hein, sur cet ETF-là, et on va dire en presque all-in sur les US en effet de levier. Donc effectivement, on a pu le constater, je pense que tout le monde est au courant que début avril, on a eu l'annonce des droits de douane par Donald Trump. Il y a eu une réaction sur les marchés qui ont fait que ça s'est effondré en fait, hein, au niveau des US et aussi du dollar face à l'euro. Ce qui m'a permis de rentrer fortement sur ces ETF à effet de levier que je convoitais depuis un moment. Je vous en parlais en janvier, mais c'est vrai que c'était assez cher, donc j'avais du mal à rentrer sur quelque chose qui était cher. Le taux euro-USD me dérangeait parce que je trouvais l'euro vachement coté par rapport au dollar et les US très chers. Mais là, voilà, j'ai pu avoir pour moi l'opportunité qui arrive vraiment pas très souvent. Je pense que c'est pas chaque année. Je pense que c'est à peu près peut-être tous les 3-4 ans qu'il se passe des choses comme ça. Entre l'euro qui a eu un gros gain face au dollar, plus la baisse des US qui était quand même assez violente, ça représente une énorme opportunité. Donc voilà, vous pouvez voir, mon PEA il a pas mal changé. Il n'y a plus que 3 lignes, hein. Je suis quasiment all-in sur les US en effet de levier. J'ai une confiance énorme. Et puis on va voir un petit peu le détail de mes ordres d'achat et de vente. Alors, donc ça commence ici. Alors, il faut savoir que j'ai vendu au fur et à mesure, hein, tous mes LVMH, L'Oréal, mes actions ETF Inde pour rentrer progressivement sur les ETF à effet de levier aux US. Je ne vais pas rentrer d'un coup, je ne vais pas vous dire que j'ai tout vendu et racheté au plus bas pour les ETF à effet de levier. Non, en fait, j'ai commencé à vendre trop tôt pour acheter des ETF à effet de levier, mais j'ai aussi attrapé le point bas. Voilà, faut le savoir. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que j'ai tout mis sur le point bas. Non, en réalité, c'est très très rare, mais j'ai aussi pu avoir le point bas parce que en fait, je vends et je DCA par palier de prix plus que par palier de temps. Et on va y revenir d'ailleurs sur l'importance du DCA et l'importance de la flexibilité au niveau du DCA qui m'a permis de ne pas passer à côté de ces, on va appeler, soldes, même si bon, on ne sait pas dans quel sens ira le marché, si ça se trouve, c'était des soldes temporaires et on ira plus bas, même si bon, j'ai un peu du mal à y croire, mais on verra bien par la suite. Donc ça, c'est les premiers ordres que j'ai passés, hein. J'ai l'historique sur un mois, là je vous tourne la vidéo, on est le 8 mai, donc on n'a pas forcément tout l'historique. Mais voilà, pour vous dire que j'ai pas hésité, vous voyez, à vendre LVMH au plus bas. Le problème que j'avais sur mon portefeuille à l'époque, c'était que j'avais énormément de LVMH, ça représentait à peu près 30% de mon portefeuille. C'était pas forcément quelque chose sur lequel j'étais très à l'aise et bah, j'ai vendu pas mal de LVMH, mais j'ai pas vendu parce que je pensais que l'action LVMH allait s'effondrer et qu'on n'allait plus jamais remonter. Non, j'ai vendu des actions LVMH pour renforcer des ETF US à effet de levier. Je pense toujours qu'LVMH est une bonne société, mais je pensais aussi à ce niveau-là qu'il était plus intéressant d'avoir des ETF à effet de levier sur une correction, parce que j'étais quasiment persuadé que la reprise allait être beaucoup plus intéressante sur ce type de TF-là que sur du LVMH. Bon, a priori, je ne me suis pas trompé sur ce coup-là. Donc voilà, aussi, hein, pareil, j'avais de l'épargne de précaution, j'ai quasiment tout mis. Alors c'est aussi peut-être un coup de chance, hein, mais j'en ai mis une grosse partie au plus bas du marché, c'était le 7 avril, voilà, j'ai pu acheter, comme vous pouvez le constater, pas mal de CL2 à un prix très raisonnable, hein, de 14,50€, 14,60€, 14,70€. Voilà un petit peu le détail.
Mais j'en ai aussi racheté plus haut, hein. Ça m'a pas forcément dérangé que ça remonte. Voilà, c'est toujours du DCA parce qu'on sait jamais en fait, hein. Là, j'en avais acheté à 14,50 €, mais rien ne me disait qu'on n'allait pas aller à 13,10 €. Bon. Donc voilà, j'ai toujours continué à acheter même à 16, même à 15. Voilà, ça c'était pas forcément trop un problème. Mais voilà, j'ai pas hésité à vendre, vous voyez, LVMH à 517 pour acheter des ETF à effet de levier aux US parce que je trouve ça extrêmement intéressant. C'est pas un problème au niveau des LVMH, hein, je pense que j'y reviendrai, je rachèterai petit à petit le jour où les US seront très fortement valorisés. Peut-être que je commencerai à reprendre du LVMH, mais là l'opportunité a été trop grande pour moi, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, petit graphique du S&P 500 depuis le début de l'année. Voilà, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui est pour moi assez important, c'est dans le DCA. Je vous avais dit que moi, le DCA, je ne fais pas, j'achète telle action tous les mois, je regarde aussi le prix. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi pour moi c'est quand même, enfin, c'est bête, mais c'est quand même dommage de passer à côté de ça. Admettons, vous investissez à chaque fin de mois, ben, en gros, vous avez mis de l'argent ici et vous avez remis de l'argent là. Donc félicitations, vous avez loupé toute la baisse, quoi. Voilà, enfin, c'est quand même dommage, quoi. Surtout sur des ETF à effet de levier, parce qu'il y a l'effet du bêta slippage qui fait que le jour où le S&P et l'euro USD remonteront au même niveau qu'auparavant, le prix de la part sera un petit peu plus bas. L'importance du DCA par palier de prix, ça permet voilà de réduire son PRU, hein. Moi j'avais un PRU à peu près à 21,70 €, ben, ça m'a permis de vachement le diminuer, quoi. Donc j'ai pas besoin d'attendre qu'on remonte sur les prix d'avant pour être en positif. Ouais. Si j'avais pas fait ça et que j'avais juste laissé courir mes ETF et effet de levier, j'aurais mis je ne sais pas combien de temps pour pouvoir revoir un petit peu de vert sur mon portefeuille. Donc voilà, pour moi très important de s'adapter, d'être flexible sur son DCA et pour ne pas louper des opportunités comme ça. Après, ça aurait pu baisser, mais c'est pas grave. De toute façon, vous investissez plus ou moins tous les mois. Moi, j'investis plus ou moins tous les mois, mais voilà, par exemple, si demain on prend un plus 20%, ben, je vais pas remettre 1000 euros, je vais peut-être rien mettre, c'est pas un problème. Mais justement, voilà, garder un petit peu de cash pour ce type de moment parce que ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on est bien content de pouvoir racheter pas cher. Je vais pas dire les points bas parce qu'on y rachète aussi, mais on rachète un peu de tout, mais voilà. Là, voilà, pareil, hein, sur le CL2, vous pouvez voir, hein, le point bas, c'était à peu près le 7 avril. Mais voilà, comme je vous disais, moi j'ai acheté un petit peu de partout, hein. J'ai commencé, pour être transparent avec vous, à peu près à 25 euros à en acheter. Je pensais que vers les 20 euros, on avait déjà atteint le point bas, mais j'avais toujours quand même du cash, de l'épargne de précaution, on ne sait jamais. J'ai été assez surpris par la baisse, mais ça m'a pas fait peur, hein, pas du tout. Au contraire, je me suis dit que c'était une excellente opportunité, que c'était pas grave de vider mon épargne de précaution pour pouvoir rentrer, parce que pour moi, c'est pas des choses qui arrivent un peu tous les jours, et puis surtout, ça dépend uniquement des annonces de Donald Trump. C'est pas quelque chose qui était comme 2008 où il y avait un gros problème dans l'économie. Non, là, ça dépend juste d'un seul type. Donc, pour moi, c'était assez évident que ça représentait une très grosse opportunité. Ouais, pareil, hein, le LQQ, j'ai pu en acheter aussi. Je pense que c'est intéressant d'avoir du Nasdaq 100 en levier sur du long terme. Ce qui est un peu dommage, c'est que, alors pour l'instant, hein, c'est que bon voilà, l'euro USD, lui, il est bien monté, donc le dollar a bien chuté contre l'euro, mais le S&P, lui, s'est bien rattrapé. Le dollar, lui, bah, pas vraiment pour l'instant. C'est pour ça, hein, que le CL2, il est quand même toujours à un prix assez bas. Mais voilà, je suis assez confiant, hein. Quand on était par là, je me disais, bon, c'est possible qu'un jour on ait un rebond de l'euro qui remonte. On l'a eu. On est à 1,13. Là, vous voyez, si on dézoome, voilà, ça m'étonnerait qu'on ait un euro dollar à 1,30. Vous voyez, c'est assez peu probable, donc je suis content. Il y a plus de, enfin, c'est pas qu'il y a plus de chances que ça baisse, mais on a un prix qui est correct, quoi. L'euro est bien valorisé, donc ça me va. Concernant LVMH,
voilà, une performance assez catastrophique. Euh, je reste toujours assez confiant sur l'action. Vous voyez quand même que j'en ai repris hein, entre temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris du LVMH quand le S&P 500 a commencé à remonter. J'avais encore un peu de cash. Je me suis dit, bon, vu que lui il remonte pas, je vais en prendre et que les US remontent, donc j'arrête d'investir dessus. Euh, voilà ce qui s'est passé. Hein. Aussi quelque chose que je tiens à vous préciser au niveau des ETF et effets de levier, c'est que une fois qu'on remontera au-dessus de mon prix de revient unitaire, j'en achèterai plus. J'achèterai plus d'ETF US à effet de levier. Je prendrai peut-être des ETF US classiques, mais plus à effet de levier. Et pareil, hein, admettons, je vais tester sur des ETF classiques. Si demain on se retape un gros crash, je vendrai mes ETF classiques contre des ETF à effet de levier. Mais si ça fait que monter, bah écoutez, tant mieux pour moi. Je me ferai une belle plus-value, je pense. Là aussi, pareil, hein, l'Inde, j'ai vendu ça aussi pour acheter des US en effet de levier. L'opportunité était trop grosse. L'Oréal s'est très bien porté, hein, j'en ai vendu trop tôt, mais c'est pas grave, c'est partie du jeu. Ça me dérange pas plus que ça. Je me trouve très bien positionné. Et puis de toute façon, ce que j'avais le plus, c'était vraiment LVMH, qui lui n'est pas remonté. Donc très content d'avoir vendu quand même la majorité de mon portefeuille LVMH pour rentrer sur les ETF à effet de levier. Je pense que c'était l'opportunité. Voilà, 30% d'LVMH, comme je vous disais, c'était quand même trop. Il était temps que je régule un petit peu ça au niveau du portefeuille, et surtout quand ouais, l'action se porte un peu mal. C'est assez triste au niveau de la performance du portefeuille. Ce qui se passe en ce moment, un petit peu d'actualité au niveau des tarifs douaniers avec Donald Trump. Il y a un accord qui a été conclu entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ça vient d'arriver, donc là on est le 8 mai, 14h08 lors de l'article. Je pense que voilà, ça va tomber petit à petit. Certains pays vont commencer à négocier et à trouver des accords avec les États-Unis et tout va repartir pour le mieux. C'est l'avis que j'ai. Hein. De toute façon, je pense que ça se voit. Quand on est all-in sur des ETF US à effet de levier, c'est qu'on est. Je pense qu'on a un peu des convictions sur les US. Mais c'est surtout ça parce que vous voyez pendant la panique, tout le monde s'est dit ouais, les États-Unis sont morts, etc. Qu'est-ce qu'on va faire En fait, posez-vous la question. Ok, admettons que c'est moins intéressant d'aller sur les États-Unis. Vous voulez aller sur quel pays? Vous voulez miser sur quelle boîte? Vous voulez miser sur Engie, sur Vinci pour faire apporter de la croissance? Enfin, c'est pas cohérent en réalité. Je veux dire entre Google, Microsoft, Amazon ou Vinci et Engie en termes de performance, en termes de résultats et de croissance, je veux dire, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, pour moi, l'opportunité vraiment, peut-être ça se passe tous les 3-4 ans. Voilà, j'espère que vous en avez pu en profiter aussi. Là, je vous montre un petit peu le cours des entreprises françaises de certaines, parce que je vois en fait sur pas mal de réseaux sociaux des personnes qui vous parlent de NG et qui vous disent ouais, c'est une super opportunité, etc. Ce qu'il faut savoir et que j'ai remarqué, vraiment, et là je vous préconise de faire attention à ça, souvent on vous parle des actions lorsqu'elles montent et on les oublie complètement lorsqu'elles descendent. Vous voyez là par exemple en ce moment je vois pas mal de posts où des gens disent qu'ils ont du NG en portefeuille, qu'ils voient que ça va très bien performer, que c'est génial comme action. Alors là, voilà, effectivement sur 5 ans on a 84% de hausse, 8% de dividendes, c'est vraiment très fort, mais voilà, dézoomer, voilà, c'est pas. Les gens ont tendance à parler des actions en fait que quand elles performent. Quand elles performent plus, ils les oublient complètement. Et on a le même schéma pour la Société Générale. Euh, vous regardez même des vidéos hein, il y a quelques années, tout le monde vous disait que Société Générale c'était une action nulle, hein, qu'il ne fallait pas investir là-dedans, que c'était fini, c'était la plus mauvaise des bancaires, que c'était terminé, pas que ça allait à zéro, mais que c'était complètement nul. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui nous disent que Société Générale c'est incroyable, etc., qu'ils étaient dessus, que c'était l'avenir. Donc voilà, faites attention à ça. Hein. C'était un peu le cas pour LVMH aussi, hein, si vous regardez bien. Peut-être que vous pourrez retrouver des posts d'il y a, je sais pas, peut-être 2-3 ans.
Là, en 2023, tout le monde était comme des fous sur LVMH. Tout le monde voulait acheter son LVMH à 860 euros, 900 euros. Tout le monde ne parlait que ça. Si tu n'avais pas de LVMH dans ton bag en juin 2023, c'était terrible. T'avais loupé le coche. Et aujourd'hui, il est à 487. Franchement, on n'entend quasiment plus parler. Les gens te disent que c'est la fin du luxe, que c'est fini, au même titre que les gens disaient que les États-Unis c'était fini. Bon alors, les États-Unis, c'était évident que ça n'allait pas être fini, mais bon, LVMH, il y a un peu plus de risques, mais honnêtement, là, en termes de ratio risque-récompense, c'est quand même pas mal. On a un PER de 19. Honnêtement, ça représente une opportunité pour moi, encore une fois, hein. Mais voilà, ne vous placez pas comme moi. L'erreur que j'ai faite sur LVMH, c'est vraiment d'avoir un trop gros pourcentage sur une seule action. C'est ça qui était assez dangereux. Mais je pense que si vous avez un pourcentage correct sur une action, vraiment, sur, par exemple comme LVMH, c'est dans ces types de moments-là qu'il faut acheter. Et acheter du Société Générale maintenant, après un plus 72%, qui plus est sur une bancaire, enfin, c'est pas un type d'action qui offre, on va dire, en général, un rendement sur, je parle sur 15-20 ans, hein, je parle pas sur 5-10 ans, sur 15, sur une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qui est mirobolant en général. Donc, voilà, vraiment faites attention aux tendances et voyez vraiment sur du long terme et achetez des actions sur lesquelles vous avez des convictions. Voilà, c'était un petit peu tout, hein, le récapitulatif de mon PEA bilan du mois d'avril 2025. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.